Bien, bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce webinaire des techniques de l'ingénieur. Je suis Maya Huguenin, responsable d'édition, et aujourd'hui nous allons parler du rôle des GAFA dans la mobilité. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel, notre intervenant. Gabriel Plassa, bonjour. Bonjour Maya. Alors bonjour Gabriel, nous nous connaissons depuis longtemps puisque cela fait bientôt 10 ans que vous collaborez avec nous en tant que conseiller scientifique sur la thématique véhicules et mobilité du futur. Mais vous avez bien évidemment d'autres fonctions. Vous êtes notamment expert pour la Commission européenne et pour l'ADEME. Vous êtes aussi le cofondateur de la Fabrique des mobilités, qui est une association qui produit des communs dans la mobilité. Vous animez également un dispositif d'accompagnement de l'innovation en lien avec les changements induits par le numérique et les développements à imaginer dans le domaine de la mobilité. Vous êtes aussi l'auteur du blog Transport du futur, hébergé par l'ADEME. Voilà, enfin, avant de vous laisser la parole, je vais donner juste quelques informations aux participants et aux participantes concernant le déroulé du webinaire. Donc, la durée prévue est d'environ 1 heure et il y aura 2 temps qui seront consacrés à des échanges sur la base de vos questions. Vous pouvez donc poser des questions durant toute la présentation dans le module de chat et nous les reprendrons pour que Gabriel Plassa puisse vous répondre. Voilà, dernier point, le webinaire sera enregistré et vous recevrez un lien vers le replay. Gabriel, je vous laisse maintenant la parole. Merci Maya. Donc la présentation, comme vous venez de le dire, se déroule en 2 temps. Une première étape sur comprendre les GAFA, donc ces acteurs numériques Google, Amazon, Facebook et Apple, leurs spécificités et notamment le fonctionnement des plateformes numériques. Ensuite, on aura un temps d'échange là-dessus. Et puis ensuite, de regarder comment ces acteurs et d'autres acteurs à peu près équivalents agissent dans le secteur des transports pour en comprendre du coup les transformations qu'ils opèrent, en tirer des enseignements pour que chacun dans son domaine, dans son secteur, dans son industrie puisse s'inspirer des mécanismes des plateformes numériques pour le mettre en œuvre et pour tirer profit en fait des opportunités qu'ouvre le numérique dans le secteur des transports. Ok, merci pour cette introduction, Gabriel. Alors, je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, de répondre à une question rapidement pour que nous puissions vous connaître un tout petit peu. Donc, voilà, vous pouvez cliquer directement. Dans quel secteur travaillez-vous? Il n'y a que 5 propositions, donc si c'est hors secteur, vous pouvez laisser libre. Et vous n'êtes bien sûr pas obligé de répondre non plus, mais ça nous permettra d'avoir un peu une idée de qui nous écoute et qui est avec nous aujourd'hui. Ok, je vous remercie. Je crois qu'on a l'ensemble des réponses. Et je laisse maintenant donc la parole de nouveau à Gabriel pour démarrer dans le vif du sujet. Bonne écoute à tout le monde. Merci. Alors pour commencer, de quoi parle-t-on? Donc les GAFA sont particulièrement intéressants par, d'une part, la taille de ces entreprises. Là, ce sont des données en milliards de dollars en termes de capitalisation boursière comparée à des pays. Donc on peut voir que ces entreprises privées sont à peu près de la taille de certains pays en termes de capitalisation boursière et de PIB. Même si ce n'est pas directement comparable, ça donne quand même une idée en matière de taille et d'effet de ces entreprises. Elles sont toutes relativement récentes et l'image à côté est là pour illustrer le fait qu'elles transforment de plusieurs façons le quotidien de tout un tas de personnes. Et là, un vendeur de pommes de terre qui a un QR code, qui utilise Alipay, qui est une plateforme chinoise Alibaba, pour qu'on puisse régler ces pommes de terre. Donc ça vient toucher, influencer un grand nombre de personnes à travers le monde.
Là, sur cette image, vous avez les GAFA qui sont donc des entreprises américaines et il y a aussi l'équivalent, notamment des mêmes plateformes, notamment en Chine, à travers Beidou, Alibaba, justement, Tencent, pardon, et Xiaomi. Donc, voilà un petit peu le sujet qu'on va aborder à travers ce webinaire. En 2011, Marc Andreessen, le fondateur de Netscape, qui est aujourd'hui aussi un investisseur dans de nombreuses startups et notamment dans les GAFA, a rédigé un article qui indiquait le logiciel dévore le monde dans tous les domaines, en indiquant que les entreprises vont progressivement devenir des entreprises du logiciel, que la valeur va progressivement, même si vous faites des objets physiques, se transférer dans le logiciel. Et c'est relativement ce qui est en train de se passer. Les GAFA ont commencé chacun dans un domaine précis, différent, puis se sont étendus progressivement dans différents secteurs, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, la mobilité, qu'on verra un petit peu plus en détail après. Mais ils ont la capacité, voilà, d'investir assez rapidement une multitude de secteurs industriels. Et ça, c'est lié au fait, notamment, qu'ils utilisent un mécanisme de plateforme. Et c'est là où je vais passer un petit peu de temps pour décrire ce sujet. Donc une plateforme, c'est une charpente, une solution, un dispositif qui permet à d'autres acteurs de venir construire des échanges. C'est donc un pacte entre différents acteurs qui négocient l'accès à des ressources et des prérogatives communes. Si on regarde le petit schéma en dessous, on a les deux cercles et au milieu donc se fait l'intermédiation, la rencontre, éventuellement la vente de produits ou de services. Et donc la plateforme vise à rapprocher de l'offre et de la demande, un producteur et un consommateur, et par exemple dans le secteur des transports, un conducteur et un passager. Vous noterez que dans ce cas-là, si on prend le dernier exemple de Blablacar par exemple, Blablacar ne dispose lui-même ni de conducteur ni de passager. Il réalise l'intermédiation, la rencontre, prélève une partie de la vente de cette intermédiation à travers le trajet, mais c'est bien d'autres acteurs qui vont venir s'appuyer sur la plateforme. De la même façon, Uber, entreprise entre autres de VTC, mais aussi de livraison, ne dispose ni de véhicules, ni de chauffeurs, ni de passagers, ni de livreurs, ni de restaurants, etc. Ils vont mettre en relation différentes parties prenantes. Donc ça peut être des plateformes, comme j'ai schématisé ici, bifaces à deux niveaux, ou trifaces, dans le cas par exemple de la livraison de repas. On va avoir des restaurants, des livreurs et des clients. Et l'acteur va donc construire une plateforme d'intermédiation et construire un modèle économique en prélevant une partie de la richesse qui s'échange sur sa plateforme. Par exemple aussi Le Bon Coin qui va faire de la rencontre entre de l'offre et de la demande. En prenant un autre exemple, cette application que les plus anciens connaissent, maintenant c'est intégré au téléphone, la lampe. Ça a été au départ une application parce que les constructeurs de smartphones n'avaient pas prévu que quelqu'un allait utiliser le flash de l'appareil photo pour éclairer. Et ça révèle en fait derrière le fonctionnement assez génial en fait de l'App Store. L'App Store étant aussi une plateforme d'intermédiation qui va faire le lien entre des utilisateurs de smartphones et des développeurs qui vont accéder aux fonctions de smartphones, de milliards de smartphones utilisés par des milliards de personnes. Et donc, il y a bien là aussi une rencontre entre de l'offre et de la demande, sachant que c'est un moyen aussi pour des développeurs de toucher des milliards de clients. Et l'App Store est intéressant parce qu'il y a des millions d'applications qui ont été développées.
Donc, en résumé, une plateforme permet de donner accès à des utilisateurs, accès à des producteurs, par exemple les développeurs d'applications, accès à des fonctions et des interfaces. Les développeurs ont accès au capteur du téléphone, au flash dans l'exemple qui est ici. Accès à des règles claires et préétablies, c'est-à-dire qu'on va leur dire, vous pouvez faire ci et ça sur la plateforme, par contre ça c'est interdit. Le modèle économique est bien précis, c'est-à-dire vous pouvez développer des applications sur l'App Store. Si vous avez une activité économique, Apple en prendra 20-25% de vos revenus. Et la plateforme permet aussi d'être très scalable, c'est-à-dire elle est faite pour grandir, avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de développeurs. Donc ça, c'est les caractéristiques principales des plateformes. Je vais apporter 2 autres regards pour être bien complet là-dessus. Ici, je compare l'industrie fordiste, donc les industries traditionnelles avec des usines qui produisent des produits en masse, et puis les industries numériques qui s'appuient sur des plateformes. Pour montrer les différences. L'industrie fordiste s'alimente de ressources, pétrole, mais aussi matières premières, d'infrastructures, routes, réseaux énergétiques, et puis d'un endroit pour transformer et produire la valeur, qui est l'usine, et s'appuie sur des économies d'échelle. Plus on produit un objet, plus le prix baisse, et ce produit est délivré à un client final avec des produits à peu près équivalents ou très similaires parce que produits à grand volume. Dans les industries numériques, comme les GAFA, la ressource première s'appelle la multitude, c'est-à-dire la multitude, c'est vous, c'est moi, c'est l'ensemble des utilisateurs, pas forcément des clients qui payent d'ailleurs. Ces gens utilisent une application. Ensuite, ces industries s'appuient sur d'autres infrastructures, Internet, GPS, cloud, open data, qui elles-mêmes d'ailleurs utilisent les infrastructures énergétiques précédentes. Et puis elles transforment la valeur, comme on vient de le voir, à travers des applications, avec un point qui est radicalement différent, qu'on détaillera dans la diapo suivante, un modèle économique qui est à rendement croissant, avec ce qu'on appelle des effets de réseau. Ça, j'y reviendrai. Le rendement croissant, c'est-à-dire que plus il y a de monde qui va utiliser Blablacar ou Le Bon Coin, plus il y a d'offres, plus il y a de demandes. Et plus il y a de demandes, plus il y a d'offres. Et la plateforme devient attractive et attire en fait l'offre et la demande pour créer un monopole très difficile ensuite à déloger. Ça peut être sur un sujet très précis, par exemple le covoiturage longue distance, mais il crée un monopole parce qu'il aura rassemblé l'offre et la demande. Et le point intéressant, c'est que l'application et le client final, c'est aussi la multitude. C'est aussi vous, moi, les utilisateurs. Et pour les plateformes qui réussissent, il y a un lien donc entre le client final et la ressource de départ qui permet à la plateforme d'accéder aux données d'usage. Et ça, c'est le point clé des plateformes qui réussissent ou qui ont réussi comme les GAFA. Autre regard sur ce sujet, on revient à l'industrie fordiste, une industrie donc linéaire, où on achète des composants qu'on transforme et qu'on vend à des distributeurs et à des clients finaux. Alors que, en prenant l'exemple de Google, on a quelque chose qui est plutôt circulaire. Vous avez donc un moteur de recherche qui est gratuit, performant. Quand vous l'utilisez, Google va observer ce que vous cherchez. Des entreprises utilisent AdWords, qui est le service de Google pour cibler les acheteurs potentiels en fonction des données de requête. Et donc, vous avez un ciblage publicitaire qui est performant et qui améliore l'attractivité du moteur de recherche. Et on revient à le point de départ, le moteur de recherche est plus attractif, plus de gens l'utilisent, etc.
Et ça, on peut ajouter d'autres boucles, par exemple Waze, qui a été racheté par Google, ou YouTube, qui vont venir apporter d'autres informations à Google et qui vont venir élargir les endroits où l'acteur va apprendre de la personne et donc capturer de plus en plus de données d'usage. Là, c'est ma dernière diapo sur cette première partie qui résume les étapes pour construire une plateforme, sachant que les GAFA, donc, qui sont les entreprises dont on parle, cachent une multitude de plateformes qui ont échoué, qui n'ont pas réussi à monter ces différentes échelles. Premier niveau, c'est de numériser son offre. Deuxième niveau, c'est de désintermédier. Donc d'être en relation directe avec les parties prenantes, les développeurs ou les acheteurs de téléphones. Pour Blablacar, d'être en relation directe avec les chauffeurs ou les passagers, etc. Et puis à partir de là, le plus dur en fait a lieu, c'est de réussir à créer de l'effet de réseau. Donc vous imaginez au départ Blablacar, la plateforme est vide, vous avez l'idée de faire du covoiturage, mais personne ne va venir déposer une offre puisqu'il n'y a pas de demande. Et puisqu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre déposée. Donc toute la difficulté est de créer une masse critique au départ d'offres et de demandes pour que la plateforme commence à devenir attractive. Donc là, il y a des entrepreneurs qui ont réussi cette étape-là. Quand on réussit à passer cette étape-là et à créer donc une certaine taille, alors l'effet inverse se passe. Du coup, la plateforme va attirer l'offre. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, donc on a perdu Gabriel. Donc désolé pour ce couac technique. Alors en attendant qu'il revienne, je vais vous montrer les résultats du sondage auquel vous avez participé tout à l'heure. Vous êtes environ 27% du secteur construction de véhicules, le même pourcentage à peu près pour le secteur transport public et mobilité. 13% d'entre vous sont du secteur de l'énergie. Il n'y a personne du secteur infrastructure travaux publics et la majorité vient du monde numérique et des systèmes d'information. Alors, en attendant de retrouver encore une fois Gabriel et de poursuivre, nous avions prévu un autre sondage. Déjà, suite à l'introduction qu'il a fait sur les plateformes et la position importante des GAFA. Donc, juste pour que vous puissiez voir à la question qu'est-ce que représentent les GAFA 19% pensent que ce sont des partenaires, 38% des concurrents et 44% des sources d'inspiration. Très bien, c'est à peu près ça, tout à fait. Je ne sais pas si c'est les résultats habituels, mais... Non, mais c'est un bon point de vue déjà de considérer comme des sources d'inspiration et à la fois des concurrents, et effectivement, ouais. Donc je vous propose de passer du coup à la deuxième étape qui est le sujet des GAFA dans la mobilité. Est-ce que L'irruption. vous pouvez remettre peut-être votre vidéo? On ne vous voit pas. Ah, pardon. Et je vais, Voilà. moi, vous laisser l'écran. J'espère que ça ne va pas planter. Peut-être je propose de couper ma caméra en attendant plutôt. D'accord, ça marche. Voilà, pour éviter que ça se reproduise. Donc l'arrivée des GAFA est finalement assez récente. L'iPhone, c'est 2007. Google Maps, c'est un peu avant. Waze est arrivé bien sûr après. Donc Uber, c'est aussi dans ces années-là, 2009, quelque chose comme ça. Donc c'est relativement récent. Et l'emblème en fait de cette arrivée, c'est bien sûr le smartphone qui progressivement est devenu à la fois une source d'information et globalement un assistant personnel de mobilité de plus en plus performant.
Et donc ça, c'est une des manifestations finalement des GAFA aujourd'hui au quotidien, c'est bien leur capacité à fournir de l'information en temps réel aux citoyens. Le transport avant les GAFA, si je puis dire, si on regarde les quatre grands éléments du pétrole, des véhicules, des infrastructures routières et puis un système d'information. Là, j'ai mis le guide Michelin, assez, assez rustique finalement. Et c'est là, en fait, sur cette brique-là qu'ont commencé à arriver les acteurs du numérique et le système d'information. Donc, on a en fait dans le secteur des transports ces quatre domaines que j'ai représentés ici et qui forment un système. Les véhicules, l'énergie, les infrastructures et l'information. Donc, l'information a été le premier point d'entrée des GAFA. Pour fournir de l'information en temps réel, par exemple, il faut savoir que, petit détail, mais quand même assez illustratif, l'information du transport public, le standard mondial, un des standards mondiaux pour l'information du transport public, des bus, etc., le standard a été développé par Google. Il s'appelle le GTFS. Au départ, c'était Google Transit Feed Specification, puis maintenant c'est devenu General Transit Feed, parce que Google ne trouvait pas un standard de données facile pour donner de l'information dans Google Maps, notamment. Et donc, il a créé le standard qui ensuite s'est répliqué parce qu'il plaisait aux développeurs et aux acteurs et était facile à utiliser, etc. Donc, c'est assez illustratif du fait qu'ils investissent des champs et s'il n'y a pas les données ou les standards de données, ils les construisent. Et donc ensuite, la question est de voir si voilà, ces acteurs-là vont se propager dans les autres domaines. Le véhicule, c'est déjà le cas, on le verra. L'énergie, pourquoi pas, ou les infrastructures. Très rapidement, en fait, le téléphone, le fait d'avoir distribué des téléphones, enfin d'avoir à peu près que tout le monde ait un téléphone avec une connexion, permet d'accéder à des véhicules et ensuite de les ouvrir, de pouvoir payer. Et donc ça ouvre des opportunités pour tout un tas de startups, de sociétés pour vendre de la mobilité temps réel, à ce que ce soit des trottinettes, des vélos, des voitures en libre service ou du covoiturage. Et petit à petit, donc on a une multitude en fait de services de mobilité rendus possibles par le numérique qui progressent en permanence, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus simple d'ouvrir une voiture avec son téléphone, de la réserver, de payer. Ça progresse sans cesse. Et il y a une multitude d'offres qui arrivent. Certaines échouent et puis ensuite d'autres après reprennent. Ou alors il y a une agrégation d'acteurs, on l'a vu dans les vélos, on est en train de le voir dans les trottinettes. Et tout ça construit progressivement un système concurrent de la possession automobile. Donc on a d'un côté finalement la clé avec la voiture et puis de l'autre le téléphone qui donne accès à une multitude de services. Et donc ce qui veut dire que derrière ça, vous avez maintenant des acteurs industriels qui ont intérêt à ce que vous n'ayez plus de clé dans la poche, mais que vous ayez uniquement un téléphone pour accéder à des services de mobilité. Donc il y a bien une scission et aujourd'hui, ces acteurs-là, certains deviennent quand même, ont une certaine taille vis-à-vis des constructeurs historiques. Pardon. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, assez vite également les GAFA, donc là Android, c'est-à-dire Google ou Apple avec CarPlay, CarPlay en bas c'est très récent cette image, ont voulu rentrer dans l'automobile pour fournir de l'information aux passagers et aux conducteurs. Dans le but, vous vous rappelez les effets circulaires, là, d'élargir les endroits où ils vont collecter des données d'usage.
pour finalement mieux connaître les personnes et mieux faire de ciblage publicitaire. Une petite précision là-dessus, c'est qu'on entend des fois dire que les GAFA vendent vos données personnelles. Ça, c'est totalement faux, c'est même l'inverse. Ils vont même essayer d'acheter des données vous concernant pour vous connaître encore mieux. Ce qu'ils vendent, c'est du ciblage publicitaire, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, nous, on est sûr que telle personne aime, par exemple, les chiens et les chats, et on va être capable de cibler. Donc, si vous vendez des produits en lien avec ça, nous, on a la meilleure connaissance des personnes. Et donc, en élargissant et en étant dans l'automobile, ils vont accéder à d'autres données pour connaître encore mieux les personnes. Et le dispositif CarPlay, là, qui a été présenté il y a même pas un mois par Apple, où là, ils envisagent de proposer en fait un écran complet, d'être l'interface du conducteur et surtout peut-être des passagers avec l'automobile, ça étant connecté à votre téléphone portable. Ce qui veut dire que quand vous allez changer de voiture, par exemple, vous pourriez avoir en permanence exactement la même interface. Ça va permettre à des développeurs de développer des applications dédiées à l'univers automobile. Et là, moi, je pense aux acteurs du covoiturage, par exemple, où il y aurait un bouton «Je veux covoiturer» sur ce trajet-là, sans avoir à ouvrir toutes mes applications. Enfin, ça va offrir en fait des opportunités et ça positionne aussi l'acteur au centre du jeu et ça modifie complètement la chaîne de valeur aussi du secteur automobile en l'occurrence. Récemment aussi, vous voyez, c'est daté de fin 2020, donc c'est à peine 2 ans. Foxconn annonce vouloir être l'Android de la voiture électrique, donc le Google de la voiture électrique. Foxconn, c'est un industriel asiatique qui produit aujourd'hui notamment les iPhones, téléphones, ordinateurs, etc. Puisque Apple est une entreprise sans usine, elle sous-traite la production. Foxconn est un producteur de ces objets. Et ils ont décidé, donc fin 2020, d'investir le sujet de la voiture électrique en disant bah, finalement, une voiture électrique, c'est plus ou moins un ordinateur avec des roues. Il y a un châssis à faire, donc on va apprendre ce que c'est qu'un châssis automobile, les moteurs, les batteries, etc. Puis après, tout le reste, bah, c'est du logiciel et on va vendre soit uniquement le châssis avec les logiciels et puis d'autres feront l'automobile au-dessus, ce qui permettra à tout un tas de marques nouvelles de pouvoir vendre des voitures électriques en concevant un habitacle spécifique. Donc on pourrait imaginer des voitures, je ne sais pas, de marques d'hôtels, de marques de luxe, de marques, puisqu'ils vont faire produire le châssis par Foxconn et eux feront l'habitacle. Puis aussi, ils vont faire des voitures en marque blanche où il suffira de mettre le logo. Et là, de la même façon, ils abordent ça de façon identique aux plateformes qu'on a vues précédemment. Donc ça, c'est une image, vous vous rappelez les 4 blocs de la vision de l'automobile, pétrole, les infrastructures et puis le guide Michelin. Là, c'est une version actualisée finalement, où l'automobile est remplacée par une multitude d'offres de mobilité rendues possibles par le numérique, une multitude de vecteurs énergétiques, du coup des infrastructures qui sont beaucoup plus plurielles, multimodales, dans lequel la marche, le vélo, les modes actifs, le transport public est plus développé. Et puis la partie information qui est gérée par le téléphone avec les 4 étapes qu'on a vues tout à l'heure, digitalisation, désintermédiation, effet réseau et données d'utilisateurs. Alors si on fait un petit focus sur les données d'utilisateurs, on peut prendre l'exemple de Waze, qui est une plateforme qui a été rachetée d'ailleurs par Google 2010, quelque chose comme ça, 1 milliard de dollars. Waze, en fait, fonctionne, comme on l'a vu, c'est la multitude qui fournit la donnée. Quand vous activez Waze pour connaître le trafic autour de vous, vous devenez en même temps producteur de données pour Waze.
et votre vitesse, votre position alimente la plateforme. Donc vous êtes l'utilisateur et le producteur de la donnée. Et d'ailleurs, Waze maintenant est intégré à Google Maps et quand Google Maps vous affiche de l'information de trafic, il va chercher des données chez Waze, des données d'utilisateurs. Donc on a bien les 4 étapes. Il y a eu digitalisation grâce au téléphone. Quelqu'un dans sa voiture peut produire de la donnée géolocalisée, ce qui n'existait pas il y a 10 ans, grâce au téléphone. Des intermédiations, parce que vous avez l'application Waze, donc il a la relation directe. Effet de réseau, il y a énormément de gens qui utilisent Waze parce que ça donne de l'information de qualité. Et ça permet de produire des données d'utilisateurs qui permettent de faire de la prédiction de trafic. Et ensuite, derrière, il peut y avoir des algorithmes plus complexes où on va prévoir le trafic en fonction des jours, en fonction de la météo, parce qu'on a tout un tas d'historiques qui ont permis de le faire. De la même façon, maintenant, les GAFA sont en train de numériser, par exemple, la gestion du trottoir. Il y a une société qui a été créée par Google qui vise à numériser le trottoir et à gérer le trottoir, la gestion du trottoir, de la même façon. J'en viens maintenant à la dernière étape. Une fois qu'on a vu comment fonctionne une plateforme, qu'on a vu un petit peu rapidement, mais les différentes traductions dans le domaine de la mobilité, comment on peut s'en servir? Je prends l'exemple ici à plusieurs reprises, vous le verrez dans les exemples d'acteurs publics. Moi, je travaille à l'ADEME, donc j'ai bien sûr un objectif d'intérêt général et de mobilité durable. Donc, ce mode de fonctionnement par plateforme a inspiré des acteurs qui construisent l'État plateforme, donc un fonctionnement des pouvoirs publics par des plateformes. Un exemple illustratif que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est France Connect. France Connect, c'est une interface qui permet, avec un seul login mot de passe, de se connecter à des services publics et des services parapublics. Eh bien, France Connect fait un effet de réseau, joue un rôle de plateforme entre les différents services et simplifie la vie des utilisateurs. Vous avez aussi des pays comme l'Estonie qui sont allés très loin dans ce concept d'État plateforme. On peut réfléchir à plateformiser un territoire ou des ressources d'un territoire. Il y a par exemple cette fondation Open Mobility Foundation qui a été créée aux États-Unis, qui développe des standards pour la mobilité et notamment les trottinettes et les vélos. Vous avez bien sûr OpenStreetMap, le logo là en haut à droite, qui est une plateforme contributive. À la différence de Google Maps, elle est libre, ouverte et contributive. Récemment, en bas à gauche, les géocommuns, donc là c'est l'IGN, aussi dans le domaine cartographique, qui a un changement de politique et qui veut produire des géocommuns et donc des plateformes qui est en train, par exemple, de numériser les territoires avec des lidars. Et dernier exemple, en bas à droite, cette illustration cartographique, c'est les trajets covoiturés en France qui ont été obtenus par une plateforme publique que vous pouvez trouver sur covoiturage.beta.gouv.fr et qui fait le lien entre les données des opérateurs et les collectivités et qui permet aux collectivités du coup de voir où les gens covoiturent sur leur territoire. On peut commencer à plateformiser des écosystèmes, c'est-à-dire des domaines, par exemple la mobilité, la logistique, l'énergie, les communs pédagogiques, donc l'éducation, le sujet de la cybersécurité. Dans ces différentes structures que j'ai illustrées là, il y a des équipes qui travaillent pour produire des communs, donc des ressources ouvertes et réutilisables, qui permettent du coup aux acteurs de mutualiser des efforts et de travailler ensemble. Et j'en ai fini, là c'est ma dernière diapo. Quelques éléments pour avancer sur la plateformisation.
donc essayer de suivre ces étapes, numérisation, désintermédiation, effet de réseau, c'est là l'étape la plus difficile. Réfléchir spécifiquement à ce sujet de créer de l'effet de réseau. Le point est que si un de vos concurrents ou un acteur peut-être éloigné réussit à créer de l'effet de réseau dans votre domaine, ça va devenir problématique pour vous pour pouvoir le concurrencer. Et ensuite, il y a un point qui est pour moi très important. Vous avez vu que les GAFA, leur spécificité, c'est qu'ils vont garder la donnée d'usage une fois qu'ils connaissent de plus en plus les personnes, les usages. Ils vont bien sûr garder cette donnée pour vendre du ciblage publicitaire. Ça, c'est leur mode de fonctionnement et leur modèle économique. Les acteurs publics, eux, les exemples que j'ai pris, vont utiliser la même chose des effets de réseau, des mécanismes de plateforme, mais vont redonner à l'écosystème, aux citoyens, aux entreprises. Les exemples que je montrais sur les cartes de covoiturage, les données sont en open data. Donc, il y a une ouverture de ce qui est produit par la plateforme à l'extérieur de la plateforme. Et donc ça, ce que j'appelle doser la redistribution, est-ce que vous gardez tout ou est-ce que vous redonnez une partie de ce qui est produit par la plateforme d'abord pour améliorer la plateforme, premier objectif. Deuxième, ouverture, donc produire des données ouvertes. Et puis, vous pouvez bien sûr en garder une partie pour avoir un avantage compétitif. Et enfin, le dernier point, il est aussi possible pour les acteurs publics de s'engager dans des travaux pour essayer de réguler ces plateformes ou tout du moins d'inclure dans les plateformes des modules de politique publique. Par exemple, sur les GPS, si on reprend l'exemple de Waze, les pouvoirs publics, là, travaillent pour essayer d'intégrer dans Waze ce qu'on appelle la hiérarchie des réseaux. Donc ça peut sembler un peu technique, mais c'est simplement ce réseau-là, cette route est prioritaire par rapport à celle-là, qui est une route secondaire, pour que Waze utilise cette information pour éviter de renvoyer des personnes sur des routes secondaires ou des routes où les pouvoirs publics ne veulent pas qu'il y ait un basculement de trafic. Donc là, il y a deux façons. Il y a plusieurs façons, mais d'abord, il faut numériser cette information pour que la plateforme ait accès à l'information. Et ensuite, soit elle le fait de façon volontaire, soit on peut envisager des modes d'obligation par la loi d'inclure ce type de critères dans l'information. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est travaillé par les pouvoirs publics. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vraiment désolé pour la coupure de mon côté. Donc je suis bien sûr ouvert à toutes vos questions et à des échanges si vous le souhaitez. Alors, en attendant qu'on reçoive, pour le moment, il n'y a pas encore eu de questions, mais pour lancer un peu la discussion, j'avais envie de vous demander, en fait, pourriez-vous vous aussi participer au sondage sur, pour vous, les GAFA, c'est principalement des partenaires, des concurrents ou des sources d'inspiration? Et pour chacune de ces réponses, enfin, si vous en avez, si pour vous c'est un mélange des trois, est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, si ce sont des partenaires, est-ce qu'ils sont quelque part des partenaires accessibles en fait? Est-ce que c'est facile de monter des projets? On a l'impression quand même que ça devient de plus en plus facile de monter des projets avec les GAFA. Si ce sont des concurrents, quels risques principaux voyez-vous? Et si ce sont des sources d'inspiration, quelles sont les prochaines opportunités possibles ou que vous voyez déjà émerger, s'il y a déjà des signaux faibles de nouvelles innovations à ce niveau-là? Alors, effectivement, c'est un peu les trois. Les sources d'inspiration, c'est un peu ce que j'ai évoqué, hein, de bien les comprendre, même si on n'est pas aligné avec leur finalité, avec leur philosophie, il faut à minima les comprendre pour pouvoir en tirer des enseignements, pour s'en servir comme source d'inspiration. Ça me semble être le minimum. Il faut savoir que les GAFA, par exemple, sont aussi des gros contributeurs de logiciels open source, des infrastructures du web, parce qu'ils en ont besoin.
et qu'ils produisent assez souvent des logiciels, des ressources ouvertes qu'il faut, et notamment par exemple sur les voitures autonomes. Il y a tout un tas de données, de logiciels qui ont été produits à la fois par Google, mais aussi par le Google chinois qui est Beidou, qui a construit lui aussi une plateforme pour les voitures autonomes et en partie open source. Donc là, il y a tout intérêt à utiliser ces actifs-là. Ils sont disponibles et ils sont en général assez bien faits. Alors, le premier aussi des partenaires, il faut voir que, en fonction de la taille de l'organisation que l'on représente, les ressources des GAFA sont en général extrêmement utiles et puissantes. Et par exemple, Uber ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas eu Google Maps, enfin la cartographie, un système de paiement par téléphone. Et donc, c'est des phénomènes qui s'empilent, hein. On va monter, on monte en complexité à chaque fois. Donc, et ils permettent aussi de développer des prototypes, enfin d'utiliser toutes leurs briques techniques pour développer des solutions, pour pouvoir les tester plus vite, quitte ensuite à essayer de réaliser des choses sans passer par les GAFA, avec peut-être des ressources libres, ouvertes ou d'autres acteurs. Donc, il me semble facile, ou en tout cas souhaitable, de regarder parmi l'offre des GAFA ce qu'il est possible d'utiliser dans vos métiers pour pouvoir prototyper, tester des nouveaux services, des nouveaux produits. Et puis après, des concurrents, probablement, ou en tous les cas, vous pouvez vous poser la question, il y a même un livre là-dessus, que ferait Google à votre place? Ou qu'est-ce qui se passerait si un GAFA arrivait dans votre secteur du jour au lendemain quasiment? Quelles conséquences ça aurait pour vous? Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les transports pour illustrer ça. Amazon a proposé récemment des t-shirts sur mesure. Pourquoi? Parce que, enfin, en tous les cas, de mon point de vue, c'est que si vous vendez des t-shirts sur mesure, vous allez demander aux personnes une maquette 3D quelque part de leur corps. Ça, c'est possible aujourd'hui d'ailleurs par des startups qu'ils ont rachetées. Simplement avec un téléphone, vous pouvez avoir un scan de votre corps. L'intérêt pour Amazon, c'est bien d'avoir cette donnée-là pour ensuite éventuellement transformer le secteur de l'habillement en proposant des produits sur mesure beaucoup moins chers que des produits sur mesure traditionnels. Dans tous les cas, voilà, ils peuvent arriver dans un secteur très différent avec un modèle mental, une façon d'intervenir qui est propre au fonctionnement des plateformes. Donc, se poser la question que ferait Amazon ou Google dans votre domaine, c'est toujours intéressant de réfléchir à ça. Merci. Alors, on a une question qui est arrivée. Alors, pour prendre l'exemple de Waze et Google Maps et des navigateurs numériques type GPS, peut-on considérer que Waze est un partenaire incontournable des collectivités publiques compte tenu du taux de pénétration actuel et des échéances à court terme sur le climat? Excellente question. Alors, et ils ont déjà une offre, hein, c'est-à-dire que Waze a déjà proposé une offre aux collectivités. Il y a déjà des collectivités françaises d'ailleurs qui travaillent avec Waze, de mémoire Lille, les Alpes-Maritimes. Et donc leur offre, elle est simple, elle dit voilà, nous on a plus de données que vous sur la façon dont les gens se déplacent. On vous donne accès à une partie de ces données et en échange, vous, collectivité, vous nous indiquez quand est-ce que vous prévoyez des travaux, parce que ça, on ne peut pas le savoir, pour l'intégrer à l'information temps réel. Donc ça, c'est un exemple. Pour essayer de répondre à la question, c'est compte tenu effectivement des échéances, un partenariat avec Waze est à mon avis à explorer, à tester parce que ils ont énormément de données. Par exemple, Strava aussi a des données sur la mobilité des sportifs dans le territoire. Donc, il y a tout un tas d'acteurs comme ça qui permettent à un territoire d'avoir plus de données et du coup de pouvoir prendre des meilleures décisions. Ce qui n'empêche pas non plus à ce territoire de développer une politique de la donnée pour essayer de produire des données équivalentes. Bien sûr, ça va mettre beaucoup plus de temps, donc je pense qu'il faut faire les deux, pour lui permettre de devenir un peu indépendant sur la production de la donnée, pour ensuite avoir des outils de pilotage des décisions par la donnée.
Ok, merci. On a encore 5 minutes si quelqu'un veut poser des questions. Oui, alors une autre. La voiture est un des moyens de mobilité. On voit Google, Beidou qui se lancent dans les voitures autonomes. Quel est selon vous leur intérêt? On voit qu'ils offrent des services de ride-hailing aux US et en Chine. Les GAFA vont-ils devenir des fournisseurs de services de mobilité? Alors c'est un vaste sujet, je regarde ce sujet avec une grande passion. Alors vous noterez d'ailleurs que c'est la Chine et les États-Unis qui sont probablement à la frontière de ce sujet-là. Enfin, là, ils explorent vraiment des sujets à la fois juridiques, technologiques, enfin, qui mêlent tous ces problèmes en même temps. Alors pourquoi ils font ça? Moi j'avais émis une hypothèse qui est que ces véhicules donc en circulation, ils ont plusieurs propositions de valeur. D'abord, ils déplacent des gens. Donc, effectivement, ils vont vendre des services de sièges libres. Mais ça, on ne va pas dire que ce n'est pas intéressant, mais ils permettent aussi de maintenir à jour des données cartographiques. Parce que les Google Cars qui circulent, vous avez vu ces voitures avec des capteurs, etc. Il faut beaucoup de véhicules pour maintenir à jour la carte de Google Maps dans tous les territoires. Et donc, ces véhicules autonomes, ce qui est fascinant, c'est qu'ils vont rouler en étant alimentés par des données et ils pourraient en même temps cartographier l'environnement et mettre à jour les cartes euh, qu'ils vont en même temps utiliser, ce qui est assez vertigineux. Mais en tous les cas, les véhicules autonomes, pour moi, ils ont cette double proposition de valeur. Cartographier le monde physique pour le numériser, pour enclencher les 4 étapes, et puis déplacer des sièges, et également, le point peut-être à court terme le plus intéressant, ça va être du transport de marchandises, transport qui aussi est expérimenté aux États-Unis et en Chine sur certaines infrastructures, qui pourrait être, la premier cas d'application du transport longue distance de marchandises, et d'un autre côté du transport de petits colis sur des petits robots, soit sur des sites privés, soit soit dans des entrepôts ou ce genre de choses, qui est déjà plus ou moins en train de se passer. Donc ça va, à mon avis, plutôt d'abord venir dans la marchandise, transport de marchandises, d'abord en Chine et aux États-Unis, et le plus tard, parce que c'est le plus compliqué, transport de personnes en Europe. Ce sera probablement la dernière étape si elle a lieu. Alors, une question pour faire suite à cela. N'y a-t-il pas une saturation du nombre des acteurs? Du coup, pas assez de multitude pour assurer un bon service, par exemple, location de voiture en particulier? Et oui, et oui, ça c'est un bon point. Comme on l'évoquait, les plateformes, progressivement, elles créent un monopole. Euh, Parce que voilà, sur Blablacar, imaginons que j'aime pas trop Blablacar, c'est difficile de déposer une offre sur une autre plateforme parce qu'en fait, il y a il y a peu de gens qui vont venir la voir. Donc ça crée un monopole de fait, euh, et ce qui va assécher les concurrents potentiels. Donc ça pose un problème. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les États veulent essayer de réguler les plateformes. C'est parce que de fait, elles créent des monopoles dans plein de domaines. Et si en plus leur chance s'agrandit comme on l'a vu au début, là ça pose des vrais soucis de monopole. Donc oui, c'est un problème. C'est un problème, mais concurrencer une plateforme, par exemple d'autopartage, euh, c'est très difficile de pouvoir le faire. Alors il y a des alternatives, si on regarde précisément cet exemple de, à des plateformes comme Cities, qui est un mécanisme coopératif. D'ailleurs, j'ai évoqué tout à l'heure, il y avait dans ma présentation une coopérative de livreurs à vélo, CopCycle. Donc Cities, c'est un mécanisme coopératif, donc ça permet aussi une certaine réplication, parce que ça fonctionne en réseau. Ils mutualisent des logiciels, et c'est un peu un mécanisme concurrent des plateformes, sachant que si on prend l'exemple de CopCycle,
qui est en fait un équivalent d'Uber de livreur à vélo, sauf que eux, c'est un mécanisme coopératif et ils ont développé un logiciel de plateforme pour faire rencontrer l'offre et de la demande et ce logiciel, il est partagé entre les coopératives. C'est donc de l'open source, ils mutualisent cette ressource-là entre coopératives. Et donc ça, c'est une voie intéressante dans les solutions à explorer de plateformes coopératives. C'est d'ailleurs un champ, un mot et un domaine qui est hyper intéressant pour concurrencer les plateformes numériques que j'ai évoquées là, les GAFA. On a une autre question. Alors, vous avez envisagé la régulation des données par la loi, mais au niveau mondial, quelle serait l'organisation de cette régulation? Entre parenthèses, contraintes de normes, langage, etc. Oui, ça c'est très compliqué. Ça passe effectivement par des standards de données. C'est un point clé que vous avez évoqué. Par exemple, sur les données de mobilité, il y a une structure qui s'appelle Mobility Data qui fait un travail de fourmi pour standardiser les données du bus, des vélos partagés, des trottinettes, etc. Après, il y a des organismes aujourd'hui internationaux comme l'ETSI, ETSI, qui travaillent sur les standards numériques, donc qui pourraient être des relais pour faire ce travail. Après, quand on en arrive à l'étape avant l'obligation, j'ai évoqué le fait que les plateformes ont aussi intérêt à inclure des mesures de politique publique. Je, je- je pense que Waze a intérêt à ce que dans le territoire, les relations se passent bien et que du coup les gens utilisent l'application. Donc si elle pouvait avoir accès à certaines données, à mon avis, elle utiliserait ces données-là pour hiérarchiser le réseau différemment. Après, si jamais ce n'est pas le cas, passer par la loi, c'est une hypothèse. Je ne sais pas si ça donnera des effets et ça sera réellement appliqué dans les faits, parce que ça reste quand même des entreprises étrangères. Un petit point quand même j'ai pas abordé, c'est que la plupart des plateformes à l'échelle, c'est-à-dire des grandes plateformes mondiales, il n'y en a quasiment pas en Europe. Elles sont américaines, chinoises. La plateforme la plus grande, c'est Spotify dans la musique en Europe. Et est-ce que le déploiement de la 5G aura un impact sur ces services? Probablement, ça va permettre de développer des applications plus performantes avec plus de fonctions, plus de cas d'usage, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça, je ne me prononcerai pas. Il y a toujours après cet effet d'entraînement sur la consommation d'énergie, sur les usages, en tous les cas, ça va donner des opportunités pour que le paiement soit plus rapide, pour qu'on puisse développer des fonctions peut-être qu'on n'arrivait pas à développer. Sur les voitures autonomes ou à conduite autonome, la 5G, je crois, est quasiment indispensable pour pouvoir gérer ce type de fonction. Donc ça va apporter voilà, d'autres de nouveaux usages. Et pensez-vous que les GAFA vont venir sur la vente de titres de transport, des avions ou des Oui, trains? oui, oui. Oui, oui, c'est. En fait, d'ailleurs, on peut pratiquement tout payer avec son téléphone. Euh, donc, ils vont investiguer à peu près tous ces sujets-là, ouais, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, bah voilà, écoutez, je vous remercie infiniment, Gabriel Plassa, pour cette excellente présentation. Merci à tout le monde pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Un replay sera disponible sur notre site et comme je l'ai dit en introduction, vous recevrez un lien par email. Sinon, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos et tous les webinaires sur le site à l'adresse qui est mentionnée sur la slide. Je souhaite à tout le monde un excellent week-end et je vous remercie de votre participation.
Ah, attendez, je vois juste qu'on a encore une question. Petit suspense, si vous êtes encore là et que ça vous intéresse, je vous la pose, Gabriel, comme ça, la personne qui a posé la question ne sera pas frustrée. Alors, le partenariat avec Google Waze peut donc être intéressant pour une collectivité publique. Comment concevoir le partenariat pour que les outils soient le relais des politiques publiques menées? Si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on peut ensuite développer des outils pour pouvoir mener une politique publique? Euh, dans l'association qu'a mentionné Maya tout au début, la Fabrique des mobilités, donc une association que j'ai créée et qui travaille justement sur des logiciels, des briques open source. On a un des projets, par exemple, qui est d'aider à développer un système de comptage, euh, donc un logiciel open source qui permet à des collectivités de faire du comptage en utilisant leur réseau de caméras, le réseau qui existe déjà. Elles n'ont pas à rajouter des caméras. Elles vont donc créer de la donnée de comptage. Euh, et cette donnée sera ensuite délivrée en open data pour différents acteurs. Ça, c'est un exemple, pour moi, alternatif en fait à un sujet de type GAFA. On va développer une culture de la donnée, on va essayer de numériser, de produire des données de trafic euh, pour ensuite développer des outils au-dessus pour produire de la connaissance et prendre des décisions. Donc c'est vraiment en fait une démarche, on va dire, intégrale de la collectivité qui doit s'engager là-dedans pour retrouver une certaine forme d'autorité et de leadership dans les décisions qu'elles prennent. L'exemple aussi sur le covoiturage est intéressant que j'ai montré. Cette plateforme de covoiturage, le covoiturage.beta.gouv.fr, c'est un registre qui est connecté à tous les opérateurs privés de covoiturage, donc Blablacar, Caros, etc. Si la collectivité est connectée à ça, elle peut du coup avoir des données pour savoir où les gens covoiturent. Et donc du coup décider par exemple d'une voie réservée au covoiturage en s'appuyant sur des données réelles de covoitureurs. Et donc ça, c'est possible par un échange, un travail avec cette structure qui est rattachée au ministère des Transports. OK. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sinon, peut-être on peut échanger voilà, après par mail. Je peux donner mon, Mmh. mon- mon mail sans souci pour des discussions. Volontiers. OK, ben, écoutez, moi, je remercie encore tout le monde, pour, d'avoir participé à ce webinaire et cette fois, je souhaite un bon week-end et à bientôt. Merci encore. Merci Gabriel, au revoir. Merci Maya, au revoir.